Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour le deuxième épisode de la saison 2 sur la parentalité et la coéducation. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à comment aider son enfant à s'organiser. Alors s'organiser dans un sens large, bon bien sûr en lien avec le travail scolaire, mais pas que. C'est vraiment arriver à créer une autonomie. Comment faire pour accompagner son enfant dans cet apprentissage de l'organisation. Voilà. Euh, que ça soit en élémentaire ou au collège ou lycée. Alors, j'en parlais avec un ami qui est professeur aussi et qui a un enfant qui rentre en sixième et qui s'inquiétait parce que euh, il était tout le temps derrière, il y avait un manque d'autonomie, il y avait un problème euh, de de travail maison hein, finalement. Mais c'est vrai que c'est des choses qui vont s'acquérir ces éléments-là. C'est pas inné. On va y revenir dessus. Et vous avez un gros rôle à jouer là-dessus. Mais surtout pas se dire ah oui mais si en sixième il n'y arrive pas c'est perdu. Pas du tout. Hein, pas du tout. C'est aussi selon la maturité de l'enfant. Mais c'est vrai qu'il faut créer finalement une certaine habitude ou même un planning familial, mais j'y reviendrai juste après, dans les différentes diapos. Alors, bien sûr, ce que je disais, ben, c'est que une autonomie euh, n'est pas innée chez l'enfant. C'est pas possible. Ça se construit progressivement avec l'âge et puis l'expérience. Voilà. Pas uniquement avec l'âge et l'expérience, mais aussi grâce à votre accompagnement. Euh, Parce que toute compétence, ben forcément, ça nécessite de la pratique, mais aussi ça nécessite d'avoir un tuteur, d'avoir une personne bienveillante, et donc vous, à l'occurrence, pour que justement vous aidiez massivement au début, puis après que ça soit juste un regard ou juste si on a besoin de conseils. Voilà. Donc petit à petit, vous allez vous éloigner et ça, c'est vraiment très bien. S'organiser, ça va aussi avoir un impact sur le stress de l'enfant qui va peut-être avoir peur d'oublier telle ou telle chose ou de se faire gronder par la maîtresse, le maître, le professeur, la professeure. Voilà, tout ça parce que du coup il a oublié ou elle a oublié de faire telle ou telle chose. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être d'organiser son cerveau, d'organiser son temps, que ça soit pas uniquement pour le travail ou les tâches, mais aussi pour son temps libre, pour son amusement et tout ça. Voilà. Donc là, ça va permettre donc de prioriser les tâches importantes, de planifier son temps de manière réaliste et de gérer efficacement ses responsabilités quotidiennes. Alors, l'évolution de l'autonomie selon l'âge. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez synthétique et qui serait assez cohérent. Maintenant, ça va vraiment dépendre de votre enfant. Il faut pas se dire ah ben là je suis au collège et je suis au niveau école élémentaire, pas du tout, parce que on sait la plasticité du cerveau pour tout individu. Donc il n'est jamais trop tard de s'entraîner avec votre enfant sur l'autonomie et surtout sur sur cette structuration de son temps. Voilà, donc il est toujours temps. Bon, à l'école élémentaire, il est sûr qu'on a besoin d'un accompagnement étroit et quotidien. Il n'y a pas encore la maturité, justement pour avoir cette planification, en tout cas, assez efficace. Voilà. Donc là, l'idée pour les parents, c'est de structurer activement les routines pour que justement ils se créent des routines et que après l'enfant puisse se l'approprier. Voilà. Et au niveau des devoirs et notamment la planification des devoirs, il faut avoir une aide concrète. Lundi on va faire ça, mardi on va faire ça, ce week-end on fait ci. Là, en école élémentaire, c'est encore trop tôt voilà, pour laisser une autonomie, en tout cas, une grosse autonomie à l'enfant. Après, ça va dépendre de l'enfant. Il y en a certains, CM1, CM2, ils seront complètement autonomes. Notamment, on le voit encore plus sur les enfants qui ont eu des classes multiniveaux.
Donc par exemple, ils étaient en CM1 et c'était une classe CE2, CM1, CM2. Où ils étaient en CM2, ils avaient CE2, CM1, CM2. Là, en fait, on crée beaucoup plus d'autonomie dans ces classes-là. Le maître ou la maîtresse crée beaucoup plus d'autonomie, mais voilà, c'est parce que ils sont un peu plus autonomes ces élèves-là parce que ça a été travaillé, ça a été structuré. Il y a eu des routines qui ont été créées. Et donc c'est pour ça que si ce n'est pas le cas, il faut que nous, en tant que parents, on fasse les fondations de l'organisation en créant ces routines et en planifiant pour eux. Parce que du coup, ils vont se sentir déjà beaucoup plus rassurés, ils vont se sentir cadrés et ils vont voir que le cadre est très, très important pour suivre, pour pas être stressé et pour y arriver. Au collège, là, on va progressivement développer l'autonomie. Donc là, pour moi, les 2 plus gros outils, il y en a un troisième, mais que je rentrerai un peu plus dans le détail après, c'est l'agenda et les to-do list. Donc l'agenda vraiment, et je reviens sur l'agenda papier, pas l'agenda sur l'ENT par exemple, d'avoir ça parce que c'est vrai que sur l'agenda de l'ENT c'est très bien parce que ça permet du coup de bien comprendre. Alors, je parle de l'ENT, d'école directe, de tout ça, et donc du coup tout l'espace numérique de travail que met en place votre collège, enfin le collège de votre enfant, parce que il va y avoir un appui, une grande béquille sur ce cahier de texte, mais c'est pas lui ou elle qui se l'est approprié. C'est pas lui ou elle qui va stabiloter. C'est pas lui ou elle qui va mettre des croix en disant ah, ben ça j'ai fait ou ça en annotant ben, je le ferai lundi. Je commence à me planifier en fait un peu les choses. S- il reste impersonnel, le cahier de texte, donc du coup numérique. Donc il faut bien penser que ce cahier de texte numérique, c'est surtout pour les enfants qui n'ont pas été là, qui ont été malades et donc du coup poursuivre bonne année, pour vérifier le cahier de texte si on a un doute sur quel exercice et quelle page, voilà, mais c'est que du en plus, en fait, hein, ce cahier de texte numérique. Et les to-do list, donc ça c'est pas mal pour commencer à se structurer, à se dire bon, moi ce soir je finis à 16 heures, donc à 17 heures je vais faire ça, à 18 heures je vais faire ça, à 19 heures je vais faire ça, à minutant ou sans minuter, ça va dépendre de l'enfant, mais en tout cas pour dire il faut que je fasse ci, ça, ça et ça. Et comme ça, au fur et à mesure que c'est fait, ben on va se cocher. Le fait de faire des to-do list, ça va enlever la surcharge cognitive, comme nous d'ailleurs, du coup dans les tâches ménagères, que ça soit les tâches ménagères réalisées par un homme ou une femme, euh, la charge mentale qu'on peut avoir, que ça soit donc les tâches ménagères, les tâches avec les enfants, etc. Si on n'arrive pas à se structurer, à s'écrire, que ça soit sur un portable ou à s'écrire sur un papier et en faisant une liste, on va avoir une charge mentale énorme sans arriver à souffler. Et donc en fait, à un moment donné, soit on fait un burn-out, soit on fait des crises parce que du coup, on est dans une saturation. Mais là, c'est la même chose pour l'enfant. À une échelle autre, mais en tout cas pour lui ou pour elle, c'est très important. Donc du coup, de se faire des to-do list, c'est très bien. Le fait que nous, en tant que parents, on fasse des to-do list pour nous, va entraîner pour l'enfant de faire des to-do list aussi, parce qu'il va y avoir un mimétisme et il va voir ou elle va voir que justement c'est assez important pour nous, donc ça va être assez important pour eux. En tout cas, il va y avoir cette vision-là. Voilà. Donc là, on va justement passer d'un rôle de contrôle direct et d'un rôle de contrôle total, on va dire, de l'école élémentaire, à un superviseur bienveillant, parce que justement l'encouragement va être très important pour l'accompagnement à cette autonomie. Et au lycée, donc là, l'autonomie est renforcée, l'adolescent gère seul ses priorités et ses échéances, mais bien sûr, toujours, il apprécie ce cadre visuel partagé avec la famille. Donc là, on va plutôt adopter une posture de conseil ou de soutien ponctuel, mais on va avoir un regard beaucoup plus lointain. Mais du coup, on va avoir ce côté de d'attendre de notre adolescent qu'on nous pose des questions ou d'avoir des conseils. Ah oui, mais toi, tu ferais comment si? Et ça va créer un adulte euh,
impliqué, un adulte construit, parce que derrière, il va y avoir cette relation, pas de cadrage de tuteur ou de marionnettiste marionnette, en fait, mais plus de je fais ça, je sais pourquoi je fais ça. Ah oui, mais là je suis en difficulté. Comment je peux faire pour m'éloigner de cette difficulté ou pour passer outre cette difficulté? Ah ben je vais demander à ma maman, je vais demander à mon papa. Ok. Ah ben là, ou nous on n'a pas la réponse, mais du coup il va y avoir un conseil en disant ah ben peut-être tu peux demander là ou toi d'après toi qu'est-ce que tu pourrais faire? Et là ça va le structurer énormément. Ça va être très important pour sa vie future. Voilà. Donc les outils d'organisation adaptés. Donc je reviens pas forcément dans tout le détail, mais dans les outils concrets et essentiels, il y a l'agenda scolaire, la to-do list. Ça, j'en ai parlé. Voilà. Donc, l'agenda scolaire, donc c'est un outil central et indispensable pour noter tous les devoirs, les contrôles à venir mais aussi les activités extrascolaires, hein. Des fois, il y en a certains qui se posent la question sur les agendas, pourquoi il y a le samedi et le dimanche alors qu'on ne travaille pas? C'est parce que cet agenda n'est pas un agenda uniquement scolaire. C'est un agenda pour eux. Donc c'est-à-dire que si le samedi, le dimanche, ils ont marqué qu'il y avait un anniversaire, il y a certains qui le marquent anniversaire de tel copain ou anniversaire de telle copine, mais c'est bien parce que du coup derrière on planifie en disant ah oui mais samedi il y a l'anniversaire de telle ou telle personne, donc je pourrais peut-être moins travailler et donc ça a une incidence en fait. Donc c'est pour ça que l'agenda et même d'ailleurs le planning hebdomadaire où je vais en parler après, c'est très important de relier activité scolaire et activité extrascolaire parce que tout va se coordonner dans leur semaine. Voilà. Donc c'est vraiment le point de référence quotidienne de l'enfant, l'agenda scolaire. Bon, la to-do list, donc ça va être important de se lister les différents éléments qui va devoir être fait, ou même par exemple, je sais pas, moi je prends un autre exemple, c'est je dois aller à mon entraînement samedi, c'est dans ma to-do list, entraînement de foot, j'en sais rien, et donc il ou elle va se dire ah oui, mais je n'ai pas du coup, mes crampons, je n'ai pas mon short, je n'ai pas mon maillot, il va falloir que j'aille à tel ou tel magasin pour acheter ci, acheter ça, il va falloir que je demande à ma maman, du coup, qu'elle aille voir le docteur pour faire un certificat, de bonne santé. Voilà, des choses comme ça et ça, cette grande tâche d'aller à l'entraînement, on va la décomper en petites tâches simples en disant: «Il faut que je demande ci, il faut que je demande là» et on est sur une to-do list qui permet de diminuer justement cette charge cognitive, mais aussi de pouvoir barrer ou cocher au fur et à mesure que c'est fini et d'avoir un sentiment d'accomplissement et de motivation pour l'enfant. Pardon. Et j'avais dit que j'allais y revenir. Et le planning hebdomadaire, donc ça c'est plus une vision sur un semainier qui permet de visualiser toute la semaine à un seul coup d'œil, ce que l'agenda scolaire ne peut pas. Euh, Maximum on peut voir 2 jours sur un agenda scolaire classique, hein, parce qu'après il y a des agendas qui sont comme des plannings hebdomadaires. Je tairai la marque, du coup, pour pas faire de publicité, mais on en a aussi, mais qui sont beaucoup plus pour des professionnels plus que pour des enfants. Voilà. Donc ça va être idéal pour anticiper toutes les périodes chargées et répartir harmonieusement les activités sans être dans la surcharge le mardi soir et puis après parce que du coup on a énormément de travail mais en plus on a l'entraînement mais en plus on s'est rajouté quelque chose à faire puis en plus on s'est rajouté le fait qu'on aimerait finir tel jeu vidéo ou telle lecture ou peu importe et donc là on est sur une surcharge. Et je dirais même plus que le planning hebdomadaire, il est très important si en plus il est mutualisé dans toute la famille. J'y reviendrai après parce qu'on arrive à une cohérence familiale et un accomplissement familial. Alors pourquoi déjà ces outils fonctionnent avant de revenir sur le planning? Ben ça permet donc de structurer le temps et les tâches. Voilà. Donc ça va, ces outils vont transformer ce chaos mental là, donc cette charge cognitive que l'on a, à un système clair et gérable. Voilà. Donc comme je l'ai dit, ils évitent la surcharge cognitive qui peut paralyser l'enfant face à de multiples responsabilités. Et on le sait que paralyser l'enfant sur toutes les tâches va entraîner, comme toute paralysie, ne rien faire.
Et donc se dire après, oui, mais en fait, elle fait rien ou il fait rien, en fait, c'est un gros flemmard, etc. Non, c'est pas forcément ça, c'est que du coup, il s'en est pas, il s'en est pas senti capable, ou elle ne s'en est pas senti capable, ou, euh, ou elle n'est pas arrivée à se dire, ben, du coup, par quel bout je vais le prendre. Voilà. Ça va permettre donc ces outils d'avoir des repères et avoir une confiance en soi. Voilà, en visualisant clairement ses responsabilités, mais l'enfant se sent moins dépassé. Il gagne progressivement en confiance et en estime de soi face à ses capacités d'organisation. Et du coup, l'utilisation régulière de ces outils favorise cette prise d'initiative autonome et ça va être très important pour la suite. Ça va permettre à l'enfant d'apprendre à anticiper, à prendre des décisions et à assumer ses choix d'organisation. Et là, ça va nous servir énormément au lycée, notamment, mais ça va nous être utile pour toute la vie, même en étant jeune adulte ou même quand on va être parent, parce qu'il va falloir, quand on va avoir des enfants, ben, anticiper, à prendre des décisions et à assumer des choix. Alors, tout ça, il va falloir quand même le lier au lâcher prise. Alors ça, le lâcher prise pour les deux, mais là, je vais plutôt parler euh, sur le lâcher prise du parent. Parce que forcément, on étaye, c'est-à-dire donc du coup, on est là, un superviseur direct totalement tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que notre enfant échoue, soit parce que on n'a pas envie qu'il échoue comme nous, soit parce qu'on n'a pas envie qu'il échoue pour pas qu'il soit malheureux ou toute autre situation. Alors, il va falloir arriver à se détacher de ça et je reviens sur c'est pour ça que j'avais fait mon premier épisode sur les émotions mais euh, il faut se détacher des émotions parents sur les émotions des parents. Parce que là, c'est là où ça va poser un problème. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il fasse ses choix, l'enfant. Alors bien sûr, attention, hein, quand je parle de choix, c'est pas des choix dangereux, bien sûr que non. Là, il est très important que l'adulte fasse le nécessaire, mais en tout cas, des choix euh, euh, dans euh, dans ses révisions, des choix dans son travail, pour qu'après il puisse se réguler. Et puis, et pour qu'il puisse progresser sur, sur son autonomie et progresser sur sa planification. Voilà. Donc, euh, il faut vraiment, et c'est le progressivement selon la maturité ici, il faut observer les réussites de l'enfant et ajuster le niveau d'accompagnement. Mais si vous voyez qu'il réussit avec une supervision assez étroite, vous reculez un petit peu, vous regardez, mais ça ne veut pas dire qu'il va échouer la première fois qu'on revient en superviseur direct. Non, il va échouer une première fois et là on va commencer à parler avec lui ou avec elle, à voir s'il a des conseils, à poser des questions et pas donner des ordres, hein, mais à poser des questions sur comment il envisage les choses. Et donc là, ça, il va se réguler, il va s'auto-réguler, il va être content et heureux de s'en sortir. Mais il faut accepter les erreurs. Sans erreur, on n'y arrive pas à progresser. C'est pas en, en étant toujours sur son cheval qu'on va faire un bon, euh, on va faire de bonnes courses un cheval. C'est en ayant tombé une fois, deux fois, trois fois, qu'on se dit quelle est la limite de notre course. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ben là, c'est exactement la même chose. Là, il faut arriver à trouver la bordure sur l'autonomie et la bordure du travail que il ou elle doit faire pour se dire ah oui, mais si je passe cette bordure, je vais pas y arriver, donc je reste à l'intérieur. Voilà, ça c'est très important. Voilà. Donc, bien penser que chaque enfant évolue à son rythme et donc il faut être attentif aux signaux de sa capacité croissante à gérer seul. Voilà. Donc, toujours pareil, je reviens, superviseur direct, on s'éloigne un peu. Oups là. Oui, non. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu n'as pas besoin d'aide? Est-ce que tu as des questions? Oui, non. Ok, je te laisse continuer. Ah, là, ça va pas. Alors, on revient un peu plus en superviseur direct et ainsi de suite. Voilà.
il va falloir, voilà, transitionner donc du rôle de superviseur direct à conseiller disponible et pas de donner des ordres genre regarde ton agenda, mais plutôt le as-tu pensé à vérifier ton agenda qui va permettre de se dire ah oui c'est vrai que j'y ai pas pensé, j'aurais dû y penser, allez ok je vais faire ça et pas quelque chose de très directif. Voilà, donc accepter les erreurs, je l'ai dit déjà. Voilà, les oublis et les erreurs font partie intégrante de l'apprentissage. Ils sont même essentiels pour développer la responsabilité et la conscience des conséquences de ses choix. Je relis cette partie, mais c'est exactement ce que j'ai dit à l'oral tout à l'heure. Le planning. Alors le planning, ce que je disais précédemment, co-construire le planning, c'est très important. Donc, ça va permettre donc d'impliquer l'enfant. Cette création d'un planning, pardon, je parlais du planning visuel familial, hein. La création d'un planning familial qu'on trouve un peu partout hein, dans les différents magasins. Il y a des calendriers muraux, il y a des panneaux aimantés, il y en a avec des dessins. Voilà, il y en a partout. Il y en a partout. Dans les grandes surfaces, il y en a. Il y en a aussi dans toutes les librairies. Bon, il y en a partout. On peut le trouver, mais on peut s'en faire un avec un tableau blanc. On peut se faire quelque chose avec euh, sur certains sites, du coup, on peut s'imprimer des choses, du coup, des plannings assez gratuits, on l'imprime. Voilà, ce qu'on voulait. Il faut que ça soit quand même pas trop petit. Je pense qu'un A4 c'est un peu trop petit. Un A3 c'est pas mal. Euh, mais voilà. Bon, après ça va dépendre de vous. Après, si vous n'avez pas d'imprimante A3, ce que je peux comprendre totalement, moi non plus, je n'ai pas. Mais du coup, on peut très bien s'imprimer 4 en A4 en le découpant et puis voilà. Donc ça, tout se fait du coup maintenant avec les différents logiciels que l'on retrouve sur Internet ou sur tous les applications bureautiques. On peut arriver à faire des très très bonnes choses à un très bas coût. Voilà. Donc, je reviens sur l'impliquer l'enfant. Bon, cette création du planning familial doit être un moment partagé. Parce que là, votre enfant va se sentir intégré à tout ça. Il va se sentir investi. Il va se sentir responsable de ce système qu'il aura contribué à mettre en place. Et ça va être très important sur la motivation et sur cette envie de le faire, cette envie et cette compréhension de pourquoi il faut faire ce planning-là et quelle est l'importance. Vraiment, et je reviens sur ça, donc le rendre visible, je l'ai dit, donc du coup on peut le faire de différentes façons. Moi, c'est vrai que je conseille d'avoir quelque chose un peu coloré, quelque chose un peu agréable, parce que il faut que ça soit quand même attrayant. Il faut que ça soit affiché dans un lieu de passage commun, comme la cuisine ou l'entrée. Moi, je sais que on a un lieu à l'entrée où on a ça. Alors oh, j'ai un de mes enfants qui a 3 ans et demi, donc du coup là c'est très petit, mais on a quand même cette structuration du planning de lundi je vais où, mardi je vais où, mercredi je vais où, qui est dans l'entrée. Et donc il a cette structuration, il sait où il en est. Voilà. Bon, et d'arriver à intégrer toutes les dimensions dans ce planning. Donc, le planning doit inclure les activités scolaires, les activités extrascolaires, les rendez-vous, mais aussi les temps libres et les moments familiaux importants. Les temps libres, très important de se dire, ben là, je vais me regarder ma petite émission que j'avais enregistrée ou que je regarde en replay, ou là, ben, tiens, j'avais envie de jouer à ce jeu, je me suis mis dans mon temps libre 30 minutes ou 1 heure où je joue à ce jeu. Ah, ben là, dimanche, ça serait sympa qu'on joue à un jeu de société tous en famille, ou qu'on joue à un jeu vidéo, ou qu'on sorte, ou peu importe. Mais du coup, on se le marque. Et ça, c'est bien parce que ça montre toute la dimension familiale qu'on va mettre en place, donc, au sein de notre famille. Mais en plus, ça va nous permettre de voir si on est sur des semaines dures, pas dures, et aussi d'avoir des échéances, de se dire, ah ouais, c'est une semaine dure. Ah ouais, mais dimanche, on a planifié une sortie tous ensemble au parc où ah ben là je vais m'amuser, ça va être trop bien et tout ça. Et on a des buts qu'on a besoin hein, dans notre vie, adulte comme enfant. Voilà, donc les bénéfices donc du planning familial partagé. Donc
bien sûr, la communication entre nous tous, ça va être très important et donc ça va être en lien avec la sérénité, donc le premier point et le troisième point. Donc la communication, ça va permettre de favoriser donc le dialogue et la compréhension mutuelle des contraintes de chacun au sein de la famille et donc de pas avoir ce côté: «Ah oui, mais là tu rentres tard tout le temps» ou «Ah oui, mais là t'as pas le temps de jouer avec moi alors que moi j'aurais bien aimé» et d'avoir cette vision pour, l'enfant, d'avoir quelque chose de global et de se dire: «Ah oui, mais là je peux pas, mais t'as vu ici je peux. Et là c'est bien, on va avoir un moment à nous et tout ça, ça va être super». Et de se dire: «Mais là tu comprends que je peux pas parce que j'ai cette réunion, mais tu vois les autres jours j'ai pas de réunion» et d'avoir vraiment cette communication. Et donc, comme je le disais, c'est en lien avec le troisième point, c'est-à-dire la sérénité, parce que ça va permettre de réduire considérablement, pardon, les conflits liés aux oublis, aux imprévus ou aux malentendus sur les emplois du temps à l'intérieur de la famille. Et donc, et bien sûr, je l'avais dit dans une précédente vidéo, notamment sur le travail, que l'idée est de désamorcer tout conflit avant même qu'il y arrive. Et donc ça serait bête de juste en plus avec un planning familial, c'est pas très très dur à faire et c'est pas très très long à faire. En plus, je reviens à nouveau sur les plannings familiaux, mais sur les plannings familiaux, il y a des applications sur les smartphones qui permet d'avoir euh, un planning familial partagé et donc chaque personne qui a le portable peut partager les différents éléments et il est totalement possible de l'imprimer. Alors en tout cas sur certaines applications, je dirais pas pour toutes, mais sur certaines oui. Donc après, il suffit que chaque fois que vous avez un rendez-vous, vous le mettez ou que chaque fois que vous aviez planifié quelque chose, ben vous le mettez et après le dimanche soir, il y a juste à faire imprimer et c'est fait. Il n'y a pas à mettre une heure dessus et après on en parle parce que du coup il faut adapter par rapport à l'enfant. Hein, du coup, forcément, par rapport à l'enfant et ce que lui ou elle a à faire. Ce planning familial, ça permet d'avoir une autonomie qui est quand même cadrée. Donc, ça encourage l'indépendance de l'enfant tout en maintenant un cadre rassurant et structurant qui est le planning. Donc, on va avoir quand même une indépendance, on va pouvoir jouer sur ce planning, mais il y aura des impératifs et donc il y aura un cadre. Et ça va renforcer le sentiment d'appartenance et de travail d'équipe au sein du foyer familial. Parce que là, ça c'est très important que l'enfant se sente pas en plus ou se sente pas une tâche, mais se sente un élément, tâche dans le sens chose à faire. Hein. Voilà, pas tâche dans un côté péjoratif, bien sûr. Mais du coup, plutôt qu'il se sente comme appartenant pleinement à la famille, travaillant en équipe en famille. Voilà. Et ça, par contre, c'est très important sur l'aide, l'entraide dans la famille, le partage des tâches ménagères et tout ça, parce que du coup, on comprend que c'est pas aider, c'est travailler en équipe pour le bien-être de tous. Et ça, pour moi, ça peut être une valeur très importante à inculquer à son enfant. Bon, je vous referai une vidéo sur ça un peu plus tard. Donc, les conseils pratiques pour accompagner sans surcharger, alors c'est pas le bilan encore, mais c'est vraiment juste des conseils pratiques. Donc, privilégier la régularité, donc encourager la constance dans l'utilisation de ces outils. Donc les 3 outils que j'ai mis en place, il y en a d'autres, et bien sûr, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible et surtout de me dire, ben, ces 3 outils, c'est assez facile à mettre en place, donc cela, ça ira. Enfin, ces outils, ça ira. Mais du coup, il y en a d'autres, bien sûr. Euh, et surtout, d'encourager l'utilisation de ces outils, mais euh, ne pas se concentrer sur la perfection de l'utilisation. C'est-à-dire que il vaut mieux que l'agenda il soit utilisé, mais encore imparfait, parce qu'après l'enfant va voir justement comment se l'améliorer, comment progresser dans ça. Donc il vaut mieux un agenda imparfait, mais utilisé régulièrement, quotidiennement, que un système qui doit être parfait, cadré, mais du coup trop compliqué pour l'enfant et qui soit utilisé qu'une semaine. Voilà.
Valoriser les progrès, ça c'est très important. Voilà, de célébrer chaque effort. Vraiment un simple, j'ai remarqué que tu as pensé à noter tes devoirs tout seul. Ça a un impact considérable sur la motivation de l'enfant. Ça ressemble à des phrases bateau, des phrases en se disant oui, d'accord, très bien, mais bon, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Pas du tout. Vraiment, vous allez le voir régulièrement si vous célébrez ces progrès, vous allez voir l'amélioration sur la motivation. Allez voir ma vidéo sur la motivation si vous l'avez pas vue. Allez avec ça, je l'explique en totalité et restez disponible. Voilà, soyez présent pour répondre aux questions et offrir votre soutien. Je sais qu'il y a un travail, bien sûr, il y en a beaucoup qui finissent à 19h, notamment tout ce qui est commerçant, ou même 20h, voilà, ou même plus. Je sais que c'est pas forcément évident. Je dis pas qu'être présent, c'est être présent physiquement tout le temps, mais c'est être présent mentalement. C'est-à-dire que si, quand vous arrivez, parce que vous n'allez pas finir, vous n'allez pas faire 8h, 20h tous les jours pendant 7 jours sur 7, c'est pas possible, personne fait ça. Mais par contre, oui, si vous avez travaillé comme un acharné ou une acharnée de 8h à 20h du lundi au vendredi, vous avez quand même cette disponibilité le samedi dimanche, certes pour vous reposer, mais en tout cas pour être présent sur s'il y a une question de votre enfant sur telle ou telle chose, que ça soit maman ou papa, hein. Voilà, c'est très important pour moi qu'il y ait deux parents. Alors bien sûr, si il y a les deux parents, c'est-à-dire bien sûr s'il n'y a pas un décès malheureusement, ou s'il n'y a pas alors un divorce, mais un divorce ça n'enlève pas le fait qu'il y ait maman, papa quand même, du coup que ça soit par téléphone ou en physique. Voilà. Mais du coup, il faut être présent le plus possible pour répondre du coup à toutes les questions et surtout de guider l'enfant vers la solution plutôt que de lui donner directement la solution ou de faire les choses à sa place. Le but étant de créer l'autonomie, hein, je le rappelle. Voilà. Et ça, cette organisation, c'est donc voilà un apprentissage qui va être pour la vie parce que euh, ça va lui permettre euh, d'avoir des compétences fondamentales, donc cet apprentissage donc de l'autonomie et de l'organisation, qui va lui servir dans toute sa vie personnelle et professionnelle. Voilà. Donc là, votre rôle vraiment, ça va être d'un accompagnement avec bienveillance. Et donc le rôle des parents, c'est d'accompagner, de guider, de soutenir, puis après de progresser, de progressivement lâcher prise pour permettre de l'autonomie complète. Donc de construire ensemble, donc ça je le rappelle, je le redis, donc ça c'est une chose importante, donc créer un environnement familial organisé, serein et motivant, qui va profiter à tous les membres de la famille, pas que aux enfants, donc c'est vraiment pour les petits et pour les grands. Et c'est un investissement qui va être durable parce qu'une fois que tout sera mis en place en élémentaire, en sixième, en cinquième, voire même en quatrième, vous allez voir de gros effets notamment en quatrième, troisième ou au lycée, sur votre enfant, mais aussi sur toutes les années futures, les études supérieures et sa future carrière. Vous allez voir justement comment votre enfant, parce que ça restera votre enfant même en état adulte, va être organisé et va arriver à choisir et à faire des tâches complexes parce que il sera structuré ou elle sera structurée. Voilà. Et vraiment, il faut bien comprendre que l'organisation n'est pas une contrainte, c'est plutôt une liberté. Arriver à s'organiser, ça va permettre de se sentir beaucoup plus libre, de faire ce que l'on veut, parce que on aura appris à grandir et à s'épanouir. Voilà. Je m'arrêterai là, justement, sur cette vidéo qui dure 32 minutes quand même, 33 pratiquement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Voilà. Et voilà, n'hésitez à rien du tout. Bon, allez, je vous laisse passer une bonne journée et à bientôt.